Je ne supporte pas tout le temps. Et dans ce pays, la tête de personne ne doit être plus haute que celle des rois. Yul Brynner était plus qu'une simple star hollywoodienne, c'était une légende entourée de mystères. Pendant des années, des questions sur son passé et la vérité derrière sa personnalité plus grande que nature ont tenu les fans haleine. Mais ce n'est que récemment que sa fille s'est manifestée pour confirmer ce que beaucoup soupçonnaient silence depuis longtemps. Rejoignez-nous pour découvrir les vérités choquantes derrière les luttes de Yul Brynner à travers le monde. L'histoire de Yul Brynner a commencé loin du glamour d'Hollywood. Il est né le 11 juillet 1920 à Vltavastov, une ville portuaire sur la côte pacifique de la Russie. Cet endroit était aussi loin que possible des grandes scènes et des plateaux de tournage où il allait un jour faire sa marque. Son nom de naissance était Julie Berissovitch Brynner, un nom qui portait lui à la fois fierté et douleur. Son père, Boris, travaillait comme ingénieur minier. Il était d'origine russe, mais sa présence dans la vie de Yule a été brève. Boris a abandonné la famille alors que Yul était encore très jeune, laissant derrière lui un profond sentiment de perte qui a façonné une grande partie des premières années de Yul. La figure la plus forte dans la vie de Yul pendant ses premières années était sa mère, Maroussia. Elle était issue d'une famille suisse allemande et possédait une détermination inébranlable à protéger son fils et à lui donner des opportunités malgré les obstacles. Avec elle, Yul a hérité non seulement de racines européennes, mais aussi de résilience et de force de caractère. Du côté de son père, il avait un héritage mongol et buryate qui a ajouté à l'unicité de son identité. Son apparence frappante plus tard dans sa vie, un visage et une présence que le public trouvait inoubliables, a été façonné par ce riche mélange de cultures. Le lieu de naissance de Yule, Vladivostok, était accidenté et isolé. La vie y était souvent dure et après le départ de son père, l'avenir semblait incertain. Sa mère a décidé de prendre des mesures radicales pour lui assurer un meilleur avenir. Elle a déraciné la famille et les a emmenés à Pékin, une ville déjà débordante de communautés internationales à l'époque. Pékin est devenue la nouvelle maison de Yul pendant ses années les plus formatrices. Bien que cela lui ait donné la chance de voir un monde beaucoup plus vaste que celui de Vltavastov, cela a également entraîné ses propres difficultés. L'absence de son père l'a marqué d'une empreinte qui ne s'est jamais vraiment effacée. Selon sa fille Victoria, Yul a gardé une amertume envers Boris tout au long de sa vie. Le sentiment d'abandon a alimenté à la fois son ambition et sa personnalité compliquée. Pourtant, la vie à Pékin a également ouvert des portes à Yul de manière inattendue. La ville était un point de rencontre de différentes cultures et tant que garçon, il a été exposé à des langues, des coutumes et des traditions que peu d'enfants de son époque pouvaient connaître. Il entendait du russe à la maison, mais il a également appris d'autres langues grâce à la communauté diversifiée qui l'entourait. Cette exposition précoce à des environnements multilingues a semé les graines d'une compétence qui allait plus tard le définir. Yul a grandi et est devenu couramment l'anglais, le français, le japonais et le hongrois, ainsi qu'une connaissance pratique du russe. Sa capacité à passer facilement d'une langue à l'autre lui a donné une flexibilité sur scène et à l'écran que la plupart des acteurs n'ont jamais eu. Ces années Chine l'ont également aidé à développer un sentiment d'identité qui n'était pas lié à une seule culture ou à un seul pays. Il était à la fois russe, suisse, allemand et mongol. Pourtant, il a également été façonné par le temps qu'il a passé à vivre parmi des étrangers et des familles chinoises à Pékin. Ce mélange a fait de lui un homme du monde avant même qu'il ne mette les pieds sur la scène internationale. Ses premières années, marquées par les difficultés, l'abandon et la richesse culturelle, ont été le fondement sur lequel Yul Brynner a bâti sa vie remarquable. Et ce n'était que le début. Son déménagement à Paris le mettrait sur la voie de la survie, de la découverte et des premiers pas vers la célébrité. Lorsque la mère de Yul Brynner a décidé de quitter la Chine et de s'installer à Paris, ce n'était pas un choix facile. Elle élevait ses enfants seule après avoir été abandonnée par son mari et elle savait que l'avenir à Pékin serait incertain. Paris, à ses yeux, offrait une chance de prendre un nouveau départ, même si cela signifiait repartir de zéro dans un pays étranger.
Avec détermination et courage, elle a emmené Hull France, espérant que la ville lui offrirait de meilleures opportunités. La vie à Paris, cependant, ne ressemblait rien aux images romantiques que les gens imaginent souvent. Pour Hull et sa mère, c'était une lutte quotidienne pour survivre. Ils avaient peu d'argent et vivaient dans des difficultés financières constantes. Sa mère a dû faire de durs sacrifices pour maintenir la famille à flot. Et Hull a rapidement appris que s'il voulait sortir, il devait travailler et contribuer également. La pauvreté a façonné son adolescence, mais elle lui a également donné de la discipline et de la résilience. À l'âge de 16 ans, Hull avait quitté l'école. La salle de classe ne pouvait plus lui offrir ce dont il avait le plus besoin, un revenu. Au lieu de cela, il s'est tourné vers n'importe quel travail qu'il pouvait trouver. Son premier vrai chemin a été la musique. Avec son sens inné du rythme et sa présence sur scène, il a rejoint une troupe de gitans itinérants tant que guitariste. Le groupe se déplaçait d'un endroit à l'autre et Hull se produisait devant un public souvent petit mais animé. C'est pendant cette période qu'il a découvert le pouvoir de se connecter avec les gens à travers la performance, même si ce n'était qu'à travers la musique à l'époque, mais Hull ne s'est pas arrêté à la musique. Son esprit aventureux l'a poussé dans un monde entièrement différent, celui du cirque. Il a rejoint le Cirque d'Hiver, l'un des cirques les plus connus de Paris, où il a travaillé comme acrobate et trapéziste. Le cirque était exigeant et dangereux, nécessitant non seulement de la force physique, mais aussi du courage. Hull s'est lancé dans cette vie avec détermination, désireux de faire ses preuves et de se tailler une place dans le monde. Ce saut audacieux, cependant, a failli lui coûter tout. 1937, la catastrophe a frappé. Alors qu'il se produisait au Bars Parallèle, Hull a subi une chute terrible. L'accident lui a laissé 49 fractures sur tout le corps. Les blessures étaient si graves que sa carrière d'acrobate a pris fin instantanément. Ce qui avait été une source d'énergie et de fierté est devenu le moment qui l'a forcé à s'arrêter et à repenser son avenir. La longue période de convalescence a été douloureuse à la fois physiquement et émotionnellement. Pourtant, elle est également devenue un tournant dans sa vie. Incapable de retourner au cirque, Hull a commencé à chercher une autre voie. C'est pendant cette période que son attention s'est portée sur la scène et le jeu d'acteur. La discipline qu'il avait apprise dans la musique et la présence qu'il avait développée tant qu'artiste de cirque sont restées avec lui. Mais maintenant, elles étaient dirigées vers quelque chose de nouveau. Le séjour de Yul Brynner à Paris a été rempli de difficultés, de dangers et de luttes. Mais il lui a donné la force et la créativité qu'il allait porter avec lui pour le reste de sa vie. Et de là, son déménagement Amérique ouvrirait un tout nouveau chapitre rempli d'ambition et de chances inattendues. Trouver le chemin vers Hollywood. Après s'être remis de son accident au cirque, Yul Brynner a dû se réinventer. Paris, avec sa vie culturelle dynamique, lui a donné l'occasion de le faire. À la fin des années 1930, le théâtre et les arts étaient plein essor France. Hull a commencé à passer de plus de temps avec des acteurs, des metteurs scènes et des musiciens. C'est dans cet environnement qu'il a découvert pour la première fois le jeu d'acteur comme plus qu'un simple divertissement. Le théâtre lui offrait une nouvelle forme d'expression, une forme qui lui permettait de canaliser son énergie, ses émotions et sa présence frappante d'une manière que la musique et l'acrobatie n'avaient jamais fait. Il a commencé à s'entraîner et a lentement obtenu des rôles dans de petites productions à travers la France. Au début, il n'était ni glamour ni bien rémunéré, mais ils lui ont donné un endroit pour développer la discipline et la confiance soi. L'apparence inhabituelle de Hull, un mélange de traits russes, mongols et européens, le distinguait sur scène. Il n'était pas l'acteur français typique et le public l'a remarqué. À chaque représentation, il est devenu plus certain que le jeu d'acteur était sa véritable vocation. Sa réputation s'est développée bien que modestement, et au moment où la Seconde Guerre mondiale s'étendait à travers l'Europe, Hull avait déjà jeté son dévolu sur quelque chose de plus grand. 1941, à seulement 21 ans, Hull a pris une décision audacieuse qui allait changer sa vie. Il a quitté la France et a déménagé aux États-Unis. New York était le cœur du théâtre et de l'industrie cinématographique pleine croissance et il voulait faire partie. Le déménagement était risqué. Il n'avait aucune garantie de succès, peu d'argent et aucune connexion qui pourrait immédiatement lui assurer une place sous les projecteurs.
Mais Hull portait lui une motivation qui le poussait à saisir toutes les opportunités qui se présentaient à lui. À New York, la survie dépendait une fois de plus de petits boulots. Hull a travaillé comme chauffeur de bus pour une compagnie d'acteurs s'assurant que les artistes se rendaient là où ils devaient aller. Il a également trouvé du travail tant qu'annonceur de radio francophone pour l'US Office of War Information pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce travail a mis à profit ses compétences linguistiques et lui a donné la chance de parler avec clarté et autorité, des compétences qui lui seraient utiles plus tard sur scène. Même temps, il a commencé à auditionner pour des rôles dans des productions de Broadway. Les rôles étaient petits au début, mais chaque rôle était un pas avant. Lentement, il a commencé à se démarquer. Ce que le public et les réalisateurs ont remarqué chez lui, ce n'était pas seulement son talent, mais aussi sa présence. Ses traits anguleux, ses yeux perçants et la façon dont il se tenait lui donnaient un charisme naturel dont les gens se souvenaient. Même dans des rôles mineurs, Hull avait l'air d'être à sa place sous les projecteurs. Bien qu'il soit encore inconnu dans le monde plus vaste du théâtre américain, les graines de sa future gloire étaient déjà semées. Il avait prouvé qu'il pouvait s'adapter, survivre et se frayer un chemin dans des environnements entièrement nouveaux. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était le bon rôle, quelque chose qui lui permettrait de montrer toute sa puissance tant qu'artiste. Et bientôt, ce rôle allait se présenter sous la forme d'un roi qui le rendrait inoubliable. La naissance du roi chauve emblématique. 1951, la carrière de Yul Brynner a pris le tournant qui allait définir toute sa vie. Après des années de lutte pour trouver du travail d'acteur stable à New York, il a été choisi pour une nouvelle comédie musicale de Rodgers et Hammerstein, Le Roi et moi. Le rôle était celui du roi Mongkut de Siam, un personnage basé sur le véritable monarque du 19e siècle. Au début, la production était conçue comme une vitrine pour sa star féminine Gertrude Lawrence, qui jouait Anna, la gouvernante anglaise amenée pour enseigner aux enfants du roi. Brynner, bien que choisi pour le rôle principal masculin, n'était pas censé voler la vedette. Lors de ses premières représentations, le public ne savait pas trop quoi penser de lui. Son look fort et exotique et sa présence imposante et ne ressemblait à rien de ce que Broadway avait vu auparavant, mais tout le monde n'a pas été impressionné tout de suite. Brynner lui-même a rappelé plus tard qu'un soir, un spectateur frustré lui avait même lancé une chaussure depuis le public. Bien que cela ait piqué au vif à l'époque, le moment est devenu une histoire qu'il a racontée avec humour dans les années suivantes, plaisantant sur le fait que c'était une chaussure parfaitement bonne. L'une des décisions les plus importantes que Brynner ait prises pour le rôle est intervenue avant même que le spectacle n'ouvre officiellement ses portes. Le vrai roi Mongkut était souvent représenté avec le crâne rasé et Brynner pensait qu'il pourrait incarner le personnage de manière plus convaincante, copiant le look. Bien qu'il soit fier de ses cheveux épais et foncés, dont il se vantait souvent d'être si denses qu'il n'avait jamais eu besoin d'une perruque à l'époque du cirque, il les a audacieusement rasés. C'était un pari, mais cela a fonctionné. Le look lui a donné un avantage et l'a rendu instantanément reconnaissable. Il a gardé la tête rasée pour le reste de sa carrière. Et ce qui avait commencé comme un choix théâtral est devenu sa marque de fabrique tout au long de sa vie. Sur scène, Brynner était magnétique. Il se tenait avec autorité, se tenant droit et se déplaçant avec la confiance d'un souverain. Son regard perçant et sa voix grave ajoutaient à la sensation de puissance. Bien que sa chimie avec Gertrude Lawrence ait donné à la production chaleur et tension, le public a commencé à le voir non seulement comme faisant partie du spectacle, mais comme son cœur. Puis, 1952, la tragédie a frappé lorsque Gertrude Lawrence s'est soudainement effondrée coulisses et est décédée quelques semaines plus tard. Sa perte a choqué le monde du théâtre, mais elle a également changé le cours du Roi et moi. Brynner, qui avait toujours été dans son ombre terme d'affiche, était désormais la star incontestée de la production. Son nom a été déplacé vers le haut et sa performance est devenue la force motrice qui a maintenu le spectacle vie. 1956, Brynner a été invité à reprendre le rôle pour l'adaptation cinématographique. Sa performance à l'écran était tout aussi puissante que sur scène et lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. C'était son premier grand rôle au cinéma et gagner un Oscar pour cela était extraordinaire.
À partir de ce moment, il a été lié à jamais au rôle du roi Mongkut. Il a continué à l'interpréter plus de 4000 fois au cours de sa carrière à Broadway, tournée et dans une reprise. Le roi a fait de Yul Brynner une légende, mais Hollywood était prêt à le tester de manière entièrement nouvelle. Affaires, relations et secrets. Alors que Yul Brynner a construit sa carrière autour d'une image de force et d'autorité, sa vie personnelle était beaucoup plus compliquée. Derrière le rideau, c'était un homme de passion intense, de désirs agités et de secrets soigneusement gardés. Ses relations ont souvent fait l'objet de spéculations, et bien que certaines aient été publiques, beaucoup ont été gardées secrètes pour protéger sa réputation. À une époque où Hollywood était moins indulgent envers les vérités privées, la vie amoureuse de Brynner était remplie à la fois de mariages et d'aventures passagères. Il avait un charme magnétique qui attirait les femmes vers lui et sa célébrité ne le rendait que plus irrésistible. Parmi ses nombreuses liaisons amoureuses, il y avait certaines des actrices les plus célèbres de l'époque. Il aurait eu des liaisons avec Marlène Dietrich, Judy Garland et Joan Crawford, 3 femmes qui étaient elles-mêmes des figures plus grandes que nature à Hollywood. Ces relations ont ajouté à sa réputation d'homme qui vivait audacieusement et s'entourait de glamour. Pourtant, malgré ses nombreuses romances, le premier mariage de Brynner a été présenté comme stable et traditionnel. 1944, il a épousé l'actrice Virginia Gilmore. Ensemble, ils ont eu un fils, Yul Rocky Brynner Jr. Pour le public, ce mariage donnait l'impression d'une vie de famille bien ancrée, ce qui correspondait à l'image d'un acteur de venir qui se frayait un chemin aux États-Unis. Pendant plusieurs années, les médias les ont dépeints comme un couple heureux, et cette image a joué faveur de Brynner alors qu'il bâtissait sa carrière. Cependant, comme beaucoup de mariages à Hollywood, ce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Ce qui est resté caché aux yeux du public pendant ces années, c'est la bisexualité de Brynner. Privé, il entretenait des relations avec des hommes, bien qu'il ne l'ait jamais admis ouvertement. L'une de ses relations les plus importantes était avec l'acteur Erd Hatfield, surtout connu pour son rôle dans Le Portrait de Dorian Gray. Les deux étaient vraiment proches et leur relation était décrite comme passionnée. Hatfield n'était pas le seul homme lié à Brynner, mais leur lien était l'un des plus notables. Brynner faisait également partie des cercles artistiques qui prospéraient à New York. Et c'est à cette époque qu'il a posé nu pour George Platt Lynes, un photographe célèbre, pour son travail audacieux et souvent provocateur. Ses portraits frontaux intégraux, bien qu'audacieux, étaient cohérents avec le côté privé de Brynner qui recherchait des expériences artistiques et sensuelles loin des yeux du public. De plus, il y avait des rumeurs de sa liaison avec Jean Cocteau, le poète, dramaturge et cinéaste français connu pour son influence sur l'art et la littérature moderne. Le monde de Cocteau était rempli d'expérimentation et de dépassement des limites, et la présence de Brynner dans ce monde reflétait sa volonté d'embrasser la vie au-delà des attentes conventionnelles. Malgré ces liens, Brynner n'a jamais reconnu publiquement sa bisexualité. Hollywood, au milieu du XXe siècle, était encore profondément conservateur matière de sexualité et une admission ouverte aurait pu détruire sa carrière. Au lieu de cela, la presse l'a présenté comme une figure romantique toujours entourée de femmes, tandis que ses relations avec des hommes sont restées connues uniquement dans les cercles privés. Ce côté caché de Brynner a ajouté des couches à sa personnalité déjà complexe. Et bien qu'il ait vécu audacieusement à bien des égards, il connaissait également le pouvoir du secret. Et bientôt, ses luttes avec la célébrité et l'ego allaient le mettre conflit aigu avec certaines des plus grandes stars d'Hollywood. Rivalité à Hollywood, au fur et à mesure que la renommée de Yul Brynner grandissait, les histoires sur sa personnalité difficile se sont multipliées. Il était admiré pour son talent, mais beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui se souviennent également de son tempérament vif, de son comportement contrôlant et de son besoin constant de s'affirmer. Ces qualités ont créé des tensions durables avec certaines des plus grandes stars d'Hollywood et lui ont valu la réputation d'être aussi exigeant hors écran qu'il l'était imposant à l'écran. L'un de ses conflits les plus médiatisés a été celui avec Ingrid Bergman pendant le tournage d'Anastasia 1956. Bergman, qui avait déjà acquis une reconnaissance internationale,
a été choisi face à Brynner dans l'histoire dramatique d'une femme prétendant être la princesse russe disparue. Dès le début, les deux se sont affrontés. Bergman était plus grande que Brynner et elle a suggéré d'utiliser des accessoires ou des astuces de caméra pour atténuer la différence de taille. Brynner a refusé. Il ne voulait pas paraître faible ou diminuer à côté d'elle. Sa réponse a été cinglante. « Je ne vais pas jouer ça sur une boîte. Je vais montrer au monde quel grand cheval tu es. » La remarque a choqué Bergman et leur relation de travail a été tendue à partir de ce moment-là. Malgré la tension, les deux ont livré de solides performances. Et Bergman a remporté l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là. Si son conflit avec Bergman a été dur, sa rivalité avec Steve McQueen sur le plateau des 7 mercenaires est devenue légendaire. Brynner était déjà une star au moment où le tournage du film a commencé 1960, alors que McQueen était encore un acteur de venir. Dès le début, Brynner a craint d'être éclipsé par le charisme naturel de McQueen. Pour maintenir sa domination, Brynner a eu recours à des tactiques étranges. Par exemple, il se tenait souvent sur de petits monticules de terre pendant les scènes pour paraître plus grand que McQueen. Représailles, McQueen repoussait discrètement les tas de terre lorsque Brynner ne regardait pas. McQueen a également trouvé des moyens subtils d'attirer l'attention pendant leurs scènes ensemble. Pendant que Brynner prononçait des répliques, McQueen pouvait ajuster son chapeau ou tripoter son arme. De petits mouvements qui attiraient l'attention du public et détournaient l'attention de l'acteur principal. Brynner est devenu tellement paranoïaque à l'idée d'être éclipsé qu'il a même engagé un assistant pour compter le nombre de fois où McQueen touchait son chapeau pendant qu'il parlait. Leur tension était évidente sur le plateau et McQueen a avoué ouvertement plus tard « Nous ne nous entendions pas ». Dehors de ses rivalités, Brynner a également attiré l'attention pour ses exigences excentriques et souvent extravagantes. Ses contrats de film comprenaient des exigences spécifiques, surtout de la couleur de la moquette dans sa caravane au type exact de mouchoir et d'eau-bouteille qu'il attendait. Il exigeait même que ses œufs au petit déjeuner et son vin soient préparés à son goût. Pendant un film, il a insisté pour qu'une piste d'atterrissage privée pour hélicoptère soit construite afin qu'il puisse s'envoler chaque jour après le tournage. Il a également clairement indiqué qu'il ne devait jamais être photographié avec d'autres acteurs chauves, voulant que son look emblématique reste unique. Ses comportements ont construit une réputation qu'il était difficile d'ignorer. De nombreux acteurs le considéraient comme égoïste et dur et les membres de l'équipe le décrivaient souvent comme contrôlant. Dans le cercle de Frank Sinatra, il a gagné le surnom peu flatteur d'Oncle Scrooge, raison de ses habitudes pingres. Malgré son énorme richesse, il était bref un homme qui exigeait beaucoup et donnait peu matière de compromis, de problèmes de santé et de mort. Pendant une grande partie de sa vie, Yul Brynner s'est comporté comme s'il était indestructible. Il projetait de la force sur scène et à l'écran, et sa présence physique était une partie de ce qui faisait de lui une star. Mais derrière si beau cette image, une habitude longue et destructrice avait silencieusement façonné son avenir. Brynner a commencé à fumer à seulement 12 ans. Ce qui a commencé comme une expérience de garçon s'est transformé une grave dépendance. À l'âge adulte, il fumait jusqu'à 5 paquets de cigarettes Sumparandie par jour. Il avait souvent une à la main pendant les répétitions, les pauses et même sur les photos décontractées. Pendant des décennies, il a semblé ne pas être affecté, mais les dommages se sont accumulés. 1943, Brynner a reçu la nouvelle qui allait tout changer. On lui a diagnostiqué un cancer du poumon. La même année, il a épousé sa 4e épouse, Kathie Lee, une ballerine de près de 30 ans, sa cadette. Le mariage lui a apporté de la compagnie pendant une période difficile, mais son diagnostic l'a forcé à faire face à sa mortalité. Au lieu de se cacher de la vérité, Brynner l'a affronté directement. Il a adopté des éléments du bouddhisme, ce qui lui a donné un moyen de réfléchir sur la vie, la mort et l'importance de l'acceptation. Des amis et des collègues ont remarqué un changement chez lui pendant cette période. Bien que toujours fier et imposant, il était également devenu profondément réfléchi. Même si sa santé déclinait, Brynner est resté actif au théâtre. Il a continué à jouer dans Le Roi et moi, déterminé à continuer à travailler malgré la douleur et la fatigue causées par sa maladie. Son dévouement a impressionné ceux qui l'entouraient, mais son corps s'affaiblissait.
Il a également commencé à penser à ce qu'il pourrait laisser derrière lui, non seulement tant qu'acteur, mais aussi tant qu'homme qui avait commis des erreurs. Le tabagisme avait été sa plus grande faiblesse et il voulait que les autres évitent le même sort. Dans ces derniers mois, Briner a décidé d'enregistrer un message pour le public. Il a été filmé sous forme d'annonce d'intérêt public anti-tabac et diffusé après sa mort. Dans la vidéo, Briner s'adresse directement au public, les exhortant à ne jamais commencer à fumer. Ces mots étaient simples mais puissants, rendus encore plus frappants parce qu'ils provenaient d'un homme dont la voix avait toujours porté de l'autorité. Le voyant affaibli mais toujours imposant, le public a ressenti le poids de son avertissement. L'annonce est devenue l'une des campagnes anti-tabac les plus mémorables de son époque. Le 10 octobre 1985, Yul Brynner est décédé à New York à l'âge de 65 ans. Sa mort a été pleurée dans le monde entier. Les fans se sont souvenus de lui non seulement comme le roi Moncoute ou le pistolero, mais aussi comme une figure de charisme et de discipline dont la présence avait été inoubliable. Brynner avait souvent parlé de la façon dont il voulait qu'on se souvienne de lui. Il a plaisanté sur les épitaphes spirituelles qu'il espérait voir apparaître sur sa tombe, comme « Ici repose un homme qui adorait les enfants, les animaux et les femmes, et dont le cœur était plus grand que sa tête ». Fin de compte, cependant, sa tombe France n'était marquée que de son nom et des dates de sa naissance et de sa mort. C'était un simple mémorial pour un homme dont la vie avait été tout sauf simple. Ce que sa fille a finalement révélé. Pendant une grande partie de sa vie, Yul Brynner n'était pas seulement un acteur. Il était aussi l'auteur de sa propre légende. Il racontait des histoires sur lui-même qui brouillaient la ligne entre le fait et la fiction. Et beaucoup de gens ne savaient pas quoi croire. Ce n'est que plus tard, grâce aux mots de sa fille, Victoria, que le monde a finalement eu une image plus claire de qui il était vraiment. Victoria Brynner est née 1962 de Hull et de sa deuxième épouse, le mannequin chilien Doris Kleiner. Dès le début, sa vie a été touchée par la célébrité. Audrey Hepburn, l'une des amies les plus proches de Hull, a été choisie comme sa marraine. Grandissant, Victoria a vécu dans l'ombre de l'énorme présence de son père, tant sur scène que dehors, mais contrairement au public, elle a également vu l'homme derrière la performance. Dans les années suivantes, elle a partagé des détails sur sa vie qui ont confirmé des rumeurs de longue date et corrigé certains des mythes qu'il avait lui-même répandus. L'une des clarifications les plus importantes qu'elle a apportées concernait sa date de naissance. Pendant des années, Yul a affirmé être né 1915, voire plus tôt, souvent pour se donner un sentiment de plus grande mondanité ou pour s'adapter à l'histoire qu'il racontait. Victoria a confirmé la vérité. Il est né le 11 juillet 1920 à Vladivostok, Russie. Ce simple fait a coupé court à des décennies de spéculation et a rappelé aux gens que l'habitude de Brynner de se réinventer n'était pas seulement pour les rôles, c'était sa façon de vivre sa vie. Elle a également confirmé quelque chose de plus personnel, l'amertume durable de son père envers son propre père, Boris, qui avait abandonné la famille quand Hull était enfant. Cette blessure précoce ne s'est jamais cicatrisée et elle a façonné les relations de Brynner tout au long de sa vie. Son besoin de contrôler, son indépendance farouche et même sa fabrication constante de mythes pourraient tous être attribués partie à ce début douloureux. Victoria a parlé ouvertement du penchant de son père pour l'exagération. Il adorait raconter des histoires sur ses prétendues aventures dont certaines étaient complètement fausses. Par exemple, il a affirmé une fois avoir combattu dans la guerre civile espagnole. C'était faux, mais il a répété l'histoire à tel point que beaucoup l'ont cru. Pour Hull, ces fabrications n'étaient pas des mensonges, mais faisaient partie du rôle plus vaste qu'il jouait, le rôle de Yul Brynner, la star mystérieuse. Ce que Victoria a clairement indiqué, c'est la double nature de son père. Il était brillant, magnétique et profondément talentueux, mais il était aussi compliqué. Il a créé des mythes sur lui-même, a caché des parties de son identité comme sa bisexualité et a vécu avec un ego qui a souvent tendu les relations. Pourtant, derrière le secret et la bravade, il y avait aussi un homme qui se souciait de ses enfants, poursuivait des passions intellectuelles et laissait derrière lui une œuvre remarquable.
Fin de compte, Victoria a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. La vie de Yul Brynner était un mélange de vérité et de performance. Le roi ne faisait jamais que jouer sur son Aufstottich. Il a transporté cette performance dans tous les coins de son existence. Il a vécu dans des histoires à la fois réelles et inventées, et c'est ainsi qu'il voulait que le monde le voie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer d'autres histoires fascinantes d'Hollywood.